Bienvenue à Conte policier. Un enquêteur chevronné pénètre dans un village tranquille où une boulangerie apparemment innocente cache des secrets mortels. Les ombres murmurent, la farine cache plus que le sucre. Versez-vous quelque chose de chaud, fermez les rideaux et laissez le mystère commencer. Le soleil matinal répandait son or pâle sur le village de St. Mary Mead, miroitant la rosée sur les haies soigneusement taillées et diffusant la lumière sur les rues pavées. C'était le genre de matinée propice au bavardage, aux petites courses et surtout pour un village où règnent ces rassemblements. Au cœur de l'événement, la célèbre boulangerie Hartwell préparait sa garden party annuelle, une tradition aussi douce et réconfortante que les pâtisseries qu'elle vendait. Miss Jane Marple, petite silhouette discrète et observatrice, vêtue de sa robe de tweed et de son chapeau de paille habituel, marchait d'un pas tranquille dans la rue principale, saluant poliment les visages familiers. Elle portait sa réserve habituelle comme un manteau, mais son regard, vif et bleu, ne manquait rien. De l'inquiétude qui brillait sur le front de Madame Price à l'esquive subtile du regard de M. Tilling lorsqu'il traversait la place, elle absorbait chaque détail. La boulangerie elle-même, un charmant bâtiment avec des jardinières aux fenêtres et un parfum de pain frais qui flottait dans l'air, était animée. Les tables, drapées de nappes blanches, présentèrent de délicats sandwichs, des tartes et bien sûr les célèbres gâteaux Eckle de Hartwell. Les villageois s'y pressaient, riant, bavardant et échangeant les dernières nouvelles. L'atmosphère était cordiale, innocente et tout à fait typique de St. Mary Meador, semblait-il. Parmi les invités se trouvait Madame Price, perpétuellement préoccupée par son statut social, M. Tilling, un avocat à la retraite qui avait un penchant pour apparaître dans toutes les affaires du village, la jeune et agitée Miss Pennywither et, inévitablement, la propriétaire de la boulangerie, Madame Hartwell, qui s'agitait pour s'assurer que tout était parfait, comme elle le répétait à tous ceux qui voulaient l'écouter. Au moment même où le thé était servi, un cri soudain et aigu interrompit le léger bourdonnement des conversations. Les têtes se tournèrent vers le fond du jardin, où une petite foule s'était rassemblée. Là, étendu sur l'herbe douce et parfaitement immobile, gisait M. Edgar Browning, un gentleman plutôt pompeux, récemment installé à St. Mary Mead, connu pour ses opinions généreuses, mais souvent non sollicitées. Son visage était pâle et une tache sombre maculait le devant de son gilet. L'espace d'un instant, le jardin sembla se figer. Le tintement de la porcelaine cessa. Les conversations s'arrêtèrent. Quelques esprits pragmatiques se précipitèrent, mais l'expression du visage de Miss Marple demeura calme, presque sereine. Elle observa la foule qui s'amasse, remarquant le léger raidissement des épaules de Madame Price, la façon dont M. Tilling recula aussitôt, et l'irrépressible curiosité qui attirait la jeune Miss Pennywither vers la scène. C'était un meurtre, sans aucun doute, mais qui aurait pu prévoir une telle violence au cœur de St. Mary Mead lors d'une matinée des plus heureuses? Et peut-être, plus important encore, quel secret M. Browning avait-il découvert par hasard, qui lui avait coûté la vie de la manière la plus choquante? Miss Marple ajusta son chapeau et s'avança légèrement pour mieux voir, tout en gardant un visage neutre. Inutile de parler, elle observait simplement. Et c'est en observant qu'elle commença le travail silencieux et invisible, qui allait démêler les fils mortels cachés sous la surface pittoresque du village. La nouvelle de la mort prématurée de M. Edgar Browning se répandit à St. Mary Mead comme une traînée de poudre dans des feuilles mortes. En milieu de matinée, les rues habituellement tranquilles du village étaient animées de chuchotements, de regards inquiets et d'échanges de théories précipitées. Le jardin de la boulangerie Hartwell, autrefois lieu de thé joyeux et de rire, était devenu un tableau de choc et de curiosité, ponctué par l'urgence polie de l'inspecteur Craddock, agent de police locale, arrivé peu après la découverte. Miss Marple, cependant, restait au bord du jardin, discrète comme toujours. Elle observait les réactions des villageois avec un intérêt discret, relevant des nuances que d'autres ignoraient. Madame Price serrait son ombrelle à deux mains, le visage pâle, murmurant le scandale qui allait certainement s'ensuivre. M. Tilling, toujours désireux de donner son avis professionnel, s'adressait d'un ton mesuré à qui voulait l'entendre, suggérant que la tragédie pouvait être le résultat d'une vieille dispute sans toutefois fournir de preuves à l'appui. Miss Pennywither, avec sa curiosité insatiable, allait d'un groupe de villageois bavards à l'autre, impatiente de découvrir la vérité, tandis que les Hartwell rôdèrent anxieusement, inquiets non seulement pour le défunt, mais aussi pour la réputation de leur établissement. Malgré l'agitation, l'esprit de Miss Marple fonctionnait à un rythme paisible,
assemblant ses observations avec la précision sereine d'un tisserand enfilant une tapisserie. Elle remarqua, par exemple, que l'inquiétude de Madame Price semblait moins portée sur Edgar Browning lui-même que sur la perception des autres. L'inclinaison prudente du chapeau de M. Tilling, les rapides regards en coin de Miss Pennywither et l'agitation discrète du personnel de la boulangerie contribuaient tous à dresser une carte complexe de la topographie émotionnelle du village. Lorsque l'inspecteur Craddock commença à boucler le jardin et à demander aux villageois de rester à proximité pour être interrogés, de petites spéculations s'étaient déjà formées. Chaque groupe semblait déterminé à confirmer sa propre théorie. Dans un coin, 3 femmes âgées chuchotaient avec urgence, leur voix à peine plus haute qu'un murmure. J'avais toujours soupçonné que Browning n'était pas vraiment, fiable. S'installer dans notre village et faire immédiatement des déclarations aussi audacieuses lors de la réunion paroissiale, cela ne me surprend pas du tout. Près de la boulangerie, un groupe de jeunes hommes, dont beaucoup ne connaissaient Edgar que de loin, échangeaient des théories teintées de bravade. Peut-être que quelqu'un avait simplement craqué, suggéra l'un d'eux en levant les mains d'exaspération. Il pouvait être si insupportable, à toujours reprendre tout le monde. Vous ne pouvez pas me dire que personne dans ce village n'a ressenti une telle frustration. Pendant ce temps, le regard de Miss Marple s'attarda sur une silhouette plus petite et plus silencieuse au fond de la foule. Monsieur Leonard Hartwell, l'assistant de la boulangerie et neveu du propriétaire, était resté visiblement près de la maison, évitant le brouhaha tout en étant attentif aux moindres mouvements. Son comportement n'avait rien de suspect, pourtant Miss Marple nota mentalement le léger frémissement de ses mains chaque fois qu'on mentionnait Edgar Browning. Des détails subtils, facilement négligés par les villageois les plus véhéments, étaient souvent la clé pour comprendre la nature humaine. L'inspecteur, un homme efficace mais visiblement perturbé par la soudaineté du crime, s'adressa aux villageois avec une autorité polie. « Je demande à chacun de rester calme et coopératif, dit-il. Nous aurons besoin des déclarations de toutes les personnes présentes, et je vous assure que tout sera mis en œuvre pour identifier l'auteur des faits. En attendant, veuillez éviter de perturber les lieux. » Tandis que l'inspecteur se déplaçait parmi les invités, recueillant les premiers témoignages, Mademoiselle Marple écoutait en silence. Elle relevait des divergences dans les différents récits, non pas comme preuve de malhonnêteté, mais comme des distorsions naturelles de perspective et des préjugés personnels. Madame Price, par exemple, décrivit Edgar Browning comme ayant été menaçant quelques instants avant la tragédie, bien qu'elle se fût trouvée à quelques mètres de lui, en partie derrière une table. M. Tilling, en théoricien amateur, suggéra que quelqu'un devait avoir un mobile lié aux affaires judiciaires d'Edgar, tout en admettant n'avoir eu aucune connaissance de ces faits. La jeune Miss Pennywither était la plus loquace dans ses spéculations. Elle passait d'un témoin à l'autre répétant des bribes entendues, embellissant à chaque fois légèrement le récit. Son imagination, bien que vive, menaçait souvent de compliquer les faits. Miss Marple l'observait avec un léger sourire, se rappelant la façon dont l'enthousiasme juvénile obscurcit souvent la clarté de l'observation. En milieu d'après-midi, une certaine tension s'installe dans le village. Les tables à thé restaient largement vides, le doux parfum des pâtisseries se mêlant à une note de malaise sous-jacente. Même Madame Hartwell, d'ordinaire modèle d'hospitalité, s'était retirée dans la cuisine, les mains affairées, mais le visage pâle et tiré. Elle jetait parfois un coup d'œil par la porte, comme si la vue de son jardin bien-aimé, peuplé de villageois murmurants et du corps silencieux d'Edgar Browning, pouvait la submerger. Miss Marple, toujours à la périphérie, laissait son esprit vagabonder à travers les schémas qu'elle avait observés. Il n'était pas rare que les tragédies révèlent les contours cachés de la vie villageoise, révélant des alliances, des jalousies et de vieux griefs qui couvaient sous des façades polies. Dans ce cas précis, le village n'avait pas encore eu le temps de se défaire complètement, mais les filles étaient déjà visibles pour ceux qui savaient où chercher. Elle observa que les regroupements qui se formaient parmi les villageois étaient révélateurs. Des voisins qui échangeaient rarement un mot se confiaient désormais, leur regard constamment rivé sur le corps ou sur toute personne susceptible de représenter une menace. Ceux qui avaient jusque-là conservé un semblant de civilité affirmaient soudain leurs opinions avec une conviction remarquable. C'est dans ces petits gestes, poings serrés, regards furtifs, postures raides que Miss Marple commença à percevoir les tensions sous-jacentes qui, à terme, pouvaient éclairer les motivations. Au milieu des bavardages et des spéculations, un incident étrange attira l'attention de Miss Marple. Un petit mouchoir orné gisait au bord de l'herbe.
partiellement dissimulé sous la nappe déplacée par le tumulte. Il était brodé des initiales CH et exhalait un léger parfum de lavande. Bien que cela eût pu paraître anodin à d'autres, Miss Marple nota soigneusement les détails dans sa mémoire. La présence du mouchoir n'était pas encore compréhensible, mais elle espérait que la patience et l'observation lui révéleraient son importance. Alors que le soleil baissait dans le ciel, projetant de longues ombres sur le jardin, l'inspecteur Craddock rassembla les villageois pour leur donner de nouvelles instructions. « Nous poursuivrons l'interrogatoire jusqu'au soir, dit-il. Je vous demande votre coopération et votre patience. Soyez assurés que le responsable sera retrouvé. » Certains hochèrent la tête avec respect, tandis que d'autres chuchotaient entre eux, racontant des histoires complexes de jalousie, de vengeance ou de malheur. Miss Marple, cependant, ressentait une certitude sereine. La vérité, comme toujours, naîtrait non pas de la panique, ni de spéculations inconsidérées, mais de l'étude minutieuse du comportement humain, aussi subtile que les motifs changeants des feuilles de thé dans une tasse. Lorsque Miss Marple regagna enfin la rue principale, elle avait observé presque chaque interaction, enregistré d'innombrables petits gestes et répertorié une multitude de contradictions et de particularités. Le village avait réagi comme prévu, avec un mélange de peur, de curiosité et de ragot. Mais Miss Marple sentait que la véritable histoire se cachait sous les bavardages superficiels. Il y avait un rythme caché, une séquence d'événements et de motivations qui, une fois bien comprises, révélerait la vérité avec une clarté indéniable. Et dans le calme de son esprit, elle commençait déjà à discerner les premiers contours flous de l'énigme dont elle aurait besoin pour résoudre une énigme qui exigerait de la patience, de la perspicacité et un toucher délicat, car le cœur de St. Mary Mead n'était pas aussi innocente qu'il le paraissait, et la mort d'Edgar Browning n'avait fait qu'effleurer la surface de secrets qui étaient restés en sommeil pendant bien trop longtemps. Le lendemain des événements tragiques survenus dans le jardin de la boulangerie Hartwell, le village de St. Mary Mead s'éveilla dans un profond malaise. Les oiseaux gazouillent comme s'ils n'étaient pas attentifs aux affaires des autres, et le soleil brillait avec sa sérénité habituelle, mais la tranquillité habituelle des rues avait cédé la place à une tension nerveuse. La nouvelle de la mort d'Edgar Browning s'était répandue bien au-delà de la boulangerie, laissant les villageois dans un mélange de chagrin, de choc et d'une envie persistante de spéculer. Miss Marple commençait sa journée par sa routine habituelle. Une tasse de thé tranquille dans son salon bien rangé, une attention particulière à son tricot et une observation attentive du monde extérieur. Elle notait les mouvements du laitier, les pas lointains des enfants se dirigeant vers l'école et les échanges occasionnels entre voisins, dont les gestes étaient soudain devenus plus lourds, plus mesurés. Son esprit vif, cependant, était loin d'être inactif. Elle repassait les événements de la veille avec une minutie méticuleuse, notant chaque nuance observée, chaque changement subtil d'attitude et chaque conversation chuchotée. L'inspecteur Craddock, bien que poli et compétent, menait l'enquête avec une franchise que Miss Marple reconnaissait discrètement comme limitée. Il avait commencé à recueillir les témoignages avec sérieux, enregistrant les récits des villageois sur le chaos de la matinée. Chaque déposition était précise, factuelle et s'appuyait sur des preuves tangibles. Mais Miss Marple comprenait, comme souvent, que la véritable essence du mystère ne résidait pas dans les seules déclarations, mais dans les émotions non exprimées, les tensions latentes et les échanges silencieux entre les personnes impliquées. La première à être interrogée fut Madame Price, dont l'anxiété n'avait fait que s'intensifier pendant la nuit. Elle jouait avec ses gants de dentelle en parlant à l'inspecteur, décrivant l'agitation d'Edgar juste avant l'incident. Miss Marple, assise tranquillement à proximité sous couvert de curiosité, remarqua le tremblement presque imperceptible des doigts de Madame Price, la façon dont son regard se posait sur la porte de la boulangerie chaque fois qu'elle mentionnait le nom d'Edgar. De tels détails, Mademoiselle Marple le savait, étaient souvent plus révélateurs que des mots. Monsieur Tilling, l'avocat à la retraite, le suivit peu après. Ses déclarations étaient mesurées, précises et lourdement teintées de conjectures. Il spéculait, avec une assurance admirable, sur d'éventuels litiges relatifs à la propriété ou à l'héritage, tout en avouant ne rien savoir des affaires d'Edgar. Mademoiselle Marple trouva sa certitude curieuse, bien qu'apparemment polie. L'empressement de M. Tilling à établir un mobile juridique semblait disproportionné par rapport au peu de preuves disponibles. Pendant ce temps, les jeunes villageois, dont Mademoiselle Pennyweather, étaient impatients de partager leurs propres souvenirs. Leurs récits, bien que passionnés, étaient souvent incohérents,
teintée d'une imagination juvénile et d'un désir d'impressionner. Mademoiselle Marple notait attentivement ces variations, sachant que les contradictions étaient rarement accidentelles. Elles en disent davantage sur l'observateur que sur l'observateur, et des schémas de comportement humain émergent souvent de ces contradictions. Alors que la matinée s'étendait vers midi, Miss Marple marchait lentement dans la rue principale, faisant apparemment des courses, mais poursuivant en réalité ses subtiles questions. Elle discutait avec le personnel de la boulangerie en passant, lui présentant discrètement ses condoléances, tout en les laissant se dévoiler naturellement. Chaque conversation, aussi brève fût-elle, était une pièce de plus du puzzle complexe qu'elle commençait à assembler. Elle remarqua que l'inquiétude de Madame Hartwell dépassait la tragédie immédiate. Elle était particulièrement consciente de la réputation de la boulangerie, de l'image qu'elle pourrait donner à la boulangerie sous l'ombre du scandale. Son neveu, Léonard, quant à lui, se déplaçait avec une agitation silencieuse, veillant à ne pas attirer l'attention sans jamais quitter complètement les lieux. Le village lui-même semblait retenir son souffle. Les conversations aux portes des boutiques s'interrompent brusquement à l'approche des passants, et même la postière, habituellement bavarde, parlait à voix basse. Miss Marple comprenait que dans les petites communautés, le silence était souvent plus éloquent que les discours. C'était dans les pauses, les hésitations et les regards que les vérités, à demi cachées et délicates, se lisaient. Plus tard, de retour à la boulangerie Hartwell, Mademoiselle Marple observa l'inspecteur s'entretenir avec quelques villageois triés sur le volet. Leur discussion fut brève, ponctuée de gestes et de regards furtifs. Mademoiselle Marple, restée à l'écart, remarqua l'insistance de M. Tilling à partager chaque détail qu'il jugeait pertinent, comme s'il désirait se montrer indispensable à l'enquête. Simultanément, Madame Price rôdait à proximité, son expression affichant un équilibre délicat entre inquiétude et curiosité, tandis que Mademoiselle Pennyweather passait d'un adulte à l'autre, absorbant et répétant des fragments de conversation, d'une manière qui menaçait de compliquer l'enquête plutôt que de la clarifier. C'est lors d'un de ces moments que l'attention de Miss Marple fut attirée par un mouvement subtil, presque imperceptible, près de l'entrée latérale de la boulangerie. Un petit carnet usé par les intempéries était tombé à moitié derrière un pot de fleurs, ses pages flottant légèrement au vent. Miss Marple le récupéra avec délicatesse et en examina discrètement le contenu. Rien de manifestement incriminant, mais de petites notes, des rendez-vous, des rappels et des annotations énigmatiques trahissaient un esprit méticuleux, observateur et méthodique, d'une manière qui pouvait facilement passer inaperçue. Un tel carnet, songea-t-elle, pouvait éclairer les motivations et les habitudes s'il était interprété correctement. Ces observations furent interrompues par l'approche de Léonard Hartwell, qui s'éclaircit doucement la gorge. « Mademoiselle Marple, dit-il d'une voix basse et légèrement hésitante, j'ai pensé que vous aviez peut-être remarqué quelque chose d'inhabituel hier. Quelque chose qui pourrait aider l'inspecteur ?» Miss Marple sourit doucement, comme pour flatter un enfant. « Je remarque toujours des choses, monsieur Hartwell. Parfois, les plus petits détails racontent les plus belles histoires. » Elle n'insista pas davantage, mais son esprit catalogue chaque fulgurance sur son visage, chaque frémissement de lèvres, chaque hésitation dans son discours. Chacun était un fil conducteur sur lequel elle reviendrait le moment venu. Dans l'après-midi, l'inspecteur Craddock avait commencé à reconstituer les événements de la matinée, s'appuyant largement sur les témoignages de témoins oculaires. Mademoiselle Marple, tout en offrant discrètement son aide, ne tirait pas de conclusions hâtives. Elle comprenait le danger de laisser les suppositions se transformer en faits. L'observation et la patience étaient ses instruments, et elle les maniait avec une précision discrète qui passait souvent inaperçue. Un rythme particulier se dégageait du comportement du village. Les familles se retrouvent légèrement, chuchotant entre elles. Les voisins évitent certaines portes, comme s'ils craignaient les conséquences de rencontres fortuites. Et dans les tensions subtiles qui imprégnaient chaque recoin, Miss Marple discernait les premiers indices de motivation qui, autrement, pourraient rester cachés. Le comportement humain, songea-t-elle, était rarement simple. Désir, ressentiment et peur pouvaient s'emmêler dans des nœuds si serrés que seule une observation attentive pouvait les démêler. À l'approche du soir, les villageois commencèrent à se disperser à contre-cœur, laissant la boulangerie Hartwell silencieuse, à l'exception des pas feutrés du personnel qui se préparait pour le lendemain. Miss Marple s'attarda encore un instant, observant le jardin où la tragédie avait eu lieu. L'herbe portait de légères traces du chaos matinal, les tables et les chaises étaient en légèrement de travers, et le subtil parfum de lavande, peut-être celui du mouchoir qu'elle avait remarqué la veille,
flottait encore dans l'air. C'était une odeur à la fois délicate et persistante, de celle qui laissait deviner des couches cachées sous une surface ordinaire. Miss Marple se tourna enfin vers la place du village, l'esprit bouillonnant de possibilités. Des motifs émergeaient, des fils convergent, et si la tapisserie entière restait cachée, elle distinguait déjà des formes, subtiles et délicates, que d'autres avaient négligées. La patience, elle le savait, révélerait tout. En rentrant lentement chez elle, elle réfléchissait à l'énigme qui se présentait à elle. La mort d'Edgar Browning avait ébranlé le village, mais elle avait aussi mis en lumière des failles dans les relations, révélé des ressentiments subtils et révélé des vulnérabilités inattendues. Quelque part dans ces interactions résidait la vérité, qui pouvait être découverte non par la force ou la confrontation, mais par une observation attentive, un raisonnement serein et une compréhension du cœur humain. Miss Marple entra chez elle, posa son sac et s'autorisa un petit sourire songeur. Le travail ne faisait que commencer, mais elle ne ressentait ni urgence ni impatience. Le village de St. Mary Mead avait révélé ses premiers secrets, et demain en apportera d'autres. Et lorsque toutes les pièces seraient enfin en place, elle aurait une vision complète, claire et indéniable, cachée à la vue de tous jusqu'au moment précis de la révélation. Le lendemain matin, St. Mary Mead avait pris un rythme tendu. Le village, encore en effervescence autour de la mort subite d'Edgar Browning, semblait à la fois plus calme et plus vigilant. Les commerçants accueillent les clients avec un mélange de civilité et de prudence, tandis que les enfants du village, sentant le malaise des adultes, marchèrent sur la place du village sur la pointe des pieds, leur jeu habituel en retrait. Miss Marple, comme toujours, commençait sa journée tranquillement, observant ces subtils changements avec la patience et la précision d'une femme habituée à voir au-delà des apparences polies. L'inspecteur Craddock avait passé les premières heures du matin à examiner les témoignages et à examiner à nouveau le jardin. Son esprit méthodique, cependant, l'avait rapidement conduit à des conclusions que de nombreux villageois étaient prêts à accepter. Le premier suspect, selon les premières évaluations, était M. Leonard Hartwell. Le jeune assistant se trouvait au fond du jardin lorsque l'incident mortel s'était produit, et bien qu'aucune preuve directe ne l'expliquait, sa proximité et l'opportunité qu'il offrait en faisaient un candidat évident aux yeux de la police et des voisins commères. Miss Marple, observant de loin, remarqua la posture prudente de Léonard face à l'inspecteur. Ses mains, bien qu'apparemment fermes, trahissaient une tension subtile. Son regard se porta brièvement sur le petit mouchoir posé sur une chaise voisine, et une légère inquiétude traversa son front lorsque l'inspecteur l'interrogea sur sa présence pendant l'incident. Miss Marple nota ses observations discrètement, consciente que la nervosité à elle seule ne prouvait pas la culpabilité, mais pouvait en révéler davantage sur le caractère de l'intéressé que n'importe quelle déclaration écrite. Les villageois, naturellement enclins à tirer des conclusions hâtives, remarquèrent rapidement l'intérêt de l'inspecteur pour Léonard. Madame Price, pour sa part, murmura d'un ton anxieux à un groupe d'amis. « C'est précisément ce que je craignais. Ce garçon était toujours trop silencieux, trop vigilant. Je ne m'en étonnerais pas. » Pendant ce temps, Mademoiselle Pennywither, débordante de curiosité et de malice, avait déjà commencé à reconstituer son propre récit, présentant Léonard à la fois comme un méchant et un personnage tragique. M. Tilling, toujours désireux d'exercer son expertise juridique, se retrouva dans une situation quelque peu délicate. Bien qu'il n'eût aucune preuve de la culpabilité de Léonard, il commentait fréquemment les mobiles et les circonstances, s'appuyant davantage sur des conjectures que sur des faits. Miss Marple l'observait avec un amusement discret, notant la façon dont son assurance semblait s'accroître à mesure qu'il parlait, malgré l'absence de preuves tangibles. Dans les petits villages, songea-t-elle, même les citoyens les plus respectables pouvaient être victimes d'une subtile vanité qui les poussait à vouloir paraître indispensables. Pendant ce temps, Madame Hartwell, bien que protectrice envers son neveu, ne parvenait pas à dissimuler complètement la tension qui régnait à la boulangerie. Sa vivacité habituelle était tempérée par une anxiété persistante, et elle parlait par phrases saccadées lorsque l'inspecteur ou les villageois l'abordent. Elle s'inquiétait de la réputation de l'établissement, craignant qu'un voile de suspicion ne subsiste, malgré l'innocence de son neveu, ou peut-être à cause de sa proximité lors de l'incident fatal. Miss Marple, quant à elle, s'intéressait moins à la recherche de coupables à ce stade qu'à l'observation des comportements. Elle nota les diverses réactions des villageois aux questions de l'inspecteur, les légers signes d'inconfort, les regards rapides échangés et les silences qui s'interposent entre les mots. La nature humaine, songea-t-elle, était rarement simple,
et le calme apparent dissimulait souvent plus qu'il ne révélait. Les premiers entretiens se déroulèrent avec une précision méticuleuse. Léonard raconta ses déplacements pendant la garden party, décrivant en détail ses efforts pour aider Madame Hartwell à servir le thé et les pâtisseries. Pourtant, dans son récit, Miss Marple discerna de subtiles hésitations, de légers silences suggérant soit un oubli, soit des omissions soigneusement réfléchies. Observant sans jugement, elle prit note de revenir sur ces détails plus tard. Madame Price, soucieuse d'affirmer sa connaissance des affaires du village, raconta les interactions d'Edgar Browning avec divers habitants au cours des semaines précédentes. Elle souligna les désaccords mineurs et les affronts qu'elle percevait, les présentant chacun comme un mobile possible. Mademoiselle Marple écouta poliment, notant la façon dont les préjugés et les craintes de Madame Price coloraient ses souvenirs. La nature humaine, se rappela-t-elle, est autant affaire d'interprétation que de fait, et chaque opinion en dit autant sur l'orateur que sur le sujet. Pendant ce temps, M. Tilling énumérait une litanie d'embrouilles juridiques potentielles, suggérant que Edgar Browning aurait pu provoquer quelqu'un par des griefs ou des insultes imaginaires. Miss Marple remarqua la minutie avec laquelle il énonçait des scénarios hypothétiques, mais elle resta sceptique. Ce n'étaient pas les spéculations qui la préoccupaient, mais les réactions émotionnelles, le léger malaise, la pointe de surprise, l'anxiété contenue qui donnait souvent une meilleure idée de la personnalité que n'importe quelle déclaration écrite. Au milieu de cette activité procédurale, Miss Marple fait une visite discrète au jardin. La terre portait encore de faibles traces du tumulte matinal, des tables en désordre et des traces délicates de pas. Elle s'arrêta à l'endroit où Edgar Browning était tombé, observant les petits détails passés inaperçus. Une légère éraflure sur le dallage, une serviette égarée coincée sous une chaise, et la position subtile d'une tasse de thé renversée, mais pas entièrement vidée. Les petits détails, en apparence insignifiants, songea-t-elle, revêtaient souvent une importance capitale. En s'attardant, elle remarqua quelques autres villageois s'approcher, sous couvert de curiosité. Madame Price se tenait au bord, son ombrelle tremblant légèrement, tandis que mademoiselle Pennywither s'approchait, cherchant à découvrir la moindre histoire. Mademoiselle Marple les salua d'un hochement de tête poli, consciente que leur présence servait à la fois de distraction et d'illumination. Observer les réactions des individus face au stress, à la surprise ou à la confrontation était souvent plus révélateur qu'un interrogatoire direct. Plus tard dans la journée, l'inspecteur Craddock réunit Léonard Hartwell et quelques autres témoins potentiels dans l'arrière-boutique de la boulangerie. Miss Marple, se déclarant vaguement intéressée par les pâtisseries, s'attarda à proximité, écoutant attentivement la conversation feutrée. Léonard répondait aux questions avec un air calme et poli, mais son regard trahissait parfois une pointe de tension. Miss Marple, silencieuse et vigilante, remarqua les subtils changements d'expression, le léger serrement de la mâchoire, le regard involontaire vers des objets familiers dans la pièce qui laissaient entendre plus que des mots ne pouvaient exprimer. L'attention de l'inspecteur sur Léonard, bien que compréhensible, parut de plus en plus limitée à Miss Marple. Elle prit soin de ne pas intervenir ouvertement, laissant l'enquête se dérouler tout en observant des tendances que d'autres pourraient ignorer. Elle remarqua le comportement de Madame Hartwell, qui rôdait avec une inquiétude discrète, et les réactions de M. Tilling et de Madame Price, dont l'empressement à affirmer leur jugement en disait plus sur leur propre caractère que sur le jeune homme soupçonné. En fin d'après-midi, le village était plongé dans un silence pesant. Le tourbillon initial de spéculation avait laissé place à des hypothèses hésitantes. Certains étaient convaincus de la culpabilité de Léonard, d'autres demeuraient incertains, et quelques-uns, comme Miss Marple elle-même, gardaient leurs observations pour eux, sachant que la vérité ne résidait pas dans des conclusions hâtives, mais dans un examen patient. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter la boulangerie, Miss Marple réfléchissait aux fils délicats qui formaient les premiers éléments de l'affaire. Le suspect évident était souvent une conclusion commode, un point où l'observation superficielle rencontrait un préjugé collectif. Pourtant, elle pressentait que la véritable histoire, le mobile qui avait poussé un homme ordinaire à commettre un meurtre dans un village pourtant serein, restait caché. Chaque geste, chaque hésitation, chaque détail apparemment insignifiant pouvait avoir une signification s'il était interprété correctement. Miss Marple s'avança dans la lumière déclinante du soleil, l'esprit bouillonnant de possibilités. Des schémas commençaient à émerger, faibles et hésitants, mais elle ne se précipita pas pour les assembler prématurément. L'observation, la réflexion et la patience
révélerait la vérité en temps voulu. Pour l'instant, elle observait, écoutait et cataloguait, sachant qu'à Sainte-Marie-Mead, comme dans toutes les communautés humaines, les plus infimes indices menaient souvent aux plus grandes révélations. Le soleil matinal se leva sur Sainte-Marie-Mead avec un calme trompeur, le village paraissant inchangé depuis la veille. Pourtant, Miss Marple savait qu'il n'en était rien. Sous les façades sereines de ces rues pavées et ces fenêtres fleuries, une tension persistante, subtile, omniprésente et implacable. Les villageois se déplaçaient avec une prudence polie, conscients qu'une tragédie s'était abattue sur leur communauté et que des ombres de suspicion planaient sur des lieux autrefois sûrs. Miss Marple commençait sa journée comme à son habitude, arpentant lentement les rues du village, échangeant de douces salutations avec des visages familiers, tout en observant avec calme. Même dans les gestes les plus simples et les plus banals, elle percevait des vérités cachées, comme la façon dont Madame Price ajustait nerveusement son châle en passant devant la boulangerie, ou le calme légèrement forcé de M. Tilling discutant avec un commerçant du coin. Chaque mouvement, chaque regard ajoutait une nouvelle touche au tableau complexe du comportement collectif du village. Elle avait, bien sûr, déjà examiné les dépositions de l'inspecteur Craddock et réfléchi à l'identification initiale de Leonard Hartwell comme suspect. Si sa proximité en faisait un personnage facile à interroger, Miss Marple soupçonnait que le véritable mobile et l'auteur du crime étaient peut-être plus profonds que ne le laissaient supposer les apparences. Les villageois étaient trop prompts à se contenter d'explications évidentes. Le comportement humain, avait-elle appris, était rarement aussi simple. Son attention fut attirée par la boulangerie Hartwell. La devanture présentait l'assortiment habituel de pâtisseries, mais une certaine inquiétude flottait dans l'atmosphère. Madame Hartwell s'agitait avec vivacité, son sourire courtois mais légèrement forcé, tandis que Léonard semblait absorbé par son travail, disposant méticuleusement les pâtisseries avec une précision qui trahissait à la fois nervosité et discipline. Miss Marple les salua tous deux, parlant avec légèreté de choses ordinaires, la météo, le pain et la qualité des nouvelles feuilles de thé, tout en observant les subtilités de leur manière. C'est dans un coin de la boulangerie, près d'un petit étalage de tasses et de soucoupes en porcelaine fine, que le regard de Miss Marple remarqua un détail inhabituel. Une tasse, légèrement ébréchée au bord, avait été soigneusement mise de côté, comme pour éviter d'être utilisée. Elle se souvint du léger désordre dans le jardin, de la tasse renversée, de la table en désordre, des légères traces d'usure sur l'herbe, et une idée commença à germer dans son esprit. C'était une observation triviale, presque sans importance aux yeux de la plupart, mais elle lui parut potentiellement significative. Les réflexions de Miss Marple furent interrompues par une légère toux. Elle se retourna et vit Léonard debout non loin de là, un plateau de viennoiseries à la main. Son expression était polie, légèrement réservée, mais une vague inquiétude perçait dans ses yeux. « Miss Marple, dit-il doucement, si je peux vous être utile dans votre enquête, je ferai mon possible. » Elle sourit doucement, le regard fixe et sans prétention. « Merci, Léonard. Je trouve que comprendre les gens est souvent aussi important que comprendre les événements. » Elle laissa les mots s'attarder, observant la tension subtile qui traversait ses traits. Ce n'était pas de la culpabilité qu'elle recherchait à cet instant, mais des indices cachés dans le comportement plutôt qu'une confession. La journée se déroula au gré d'une série de petites observations, toutes apparemment ordinaires et pourtant subtilement instructives. Miss Marple remarqua que Madame Price parlait à une voisine en phrases précipitées et décousues, révélant à la fois son souci des convenances et une crainte voilée du scandale. M. Tilling, toujours prêt à ruminer ses spéculations juridiques, s'attardait dans les coins, ajustant parfois ses lunettes pour évaluer la scène, se donnant une apparence d'autorité tout en laissant parfois transparaître une certaine impatience dans ses micro-expressions. Miss Pennyweather, quant à elle, poursuivait sa quête avide de ragots, le pas léger, le regard brillant de curiosité. Mais elle restait parfaitement inconsciente des observations subtiles que Miss Marple recensait avec une précision discrète. Il était tard dans la matinée lorsque Miss Marple décida de retourner au jardin. Le soleil projetait de douces ombres sur l'herbe légèrement dégarnie, et un léger parfum de lavande persistait, rappelant subtilement le mouchoir qu'elle avait remarqué quelques jours auparavant. Elle se pencha pour inspecter le sol près de l'endroit où Edgar Browning était tombé, notant de petites empreintes et la disposition déplacée des chaises de jardin. Parmi celles-ci, elle remarqua un fin morceau de papier partiellement dissimulé sous le bord d'une nappe. Elle sortit le papier avec précaution et l'examina. L'écriture était soignée mais rapide,
quelques mots clairement destinés à un usage privé. C'était un fragment de lettre, mentionnant un rendez-vous et faisant allusion à une réunion secrète au village, bien qu'aucun nom ne fût mentionné. L'esprit de Miss Marple commença à établir des liens. Un petit mot apparemment insignifiant, caché et oublié, pouvait détenir la clé pour comprendre des motivations autrement invisibles. Sa contemplation fut interrompue par Madame Hartwell, qui apparut au portail du jardin, les mains jointes avec nervosité. « Mademoiselle Marple, j'espère ne pas vous déranger, dit-elle. Je m'inquiète des conséquences que tout cela aura sur notre boulangerie. Les gens pourraient se bien penser, vous comprenez ?» Miss Marple secoua doucement la tête. « Non, ma chère. Observer sans intervenir est souvent plus utile que de tirer des conclusions hâtives. Et la vérité, en son temps, a tendance à émerger clairement si l'on est patient. » Madame Hartwell hocha la tête et jeta un regard inquiet à Léonard, qui était sorti de l'arrière-boutique en s'essuyant les mains avec une serviette. Mademoiselle Marple remarqua le léger raidissement de sa posture, la façon dont son regard cherchait brièvement le réconfort de sa tante. Les petits détails, songea-t-elle, en disent souvent bien plus que les mots. L'après-midi fut marqué par une nouvelle série d'interrogatoires avec les villageois, coordonnés par l'inspecteur Craddock. Mademoiselle Marple assista nonchalamment, apparemment pour apporter un soutien moral, mais son regard perçant capta chaque changement d'expression, chaque réaction subtile. Elle remarqua qu'un commerçant local, initialement poli et coopératif, se sentait visiblement mal à l'aise en évoquant le déroulement précis des événements dans le jardin. Madame Price, soucieuse de démontrer sa connaissance des convenances du village, parla rapidement, tentant de maîtriser le récit. Quant à mademoiselle Pennywither, passant d'un participant à l'autre, elle semblait totalement inconsciente de l'importance des observations faites autour d'elle. Lors d'une pause dans l'interrogatoire, Miss Marple retourne discrètement à ses notes. Le mouchoir, le carnet, la tasse à thé ébréchée et le morceau de papier forment tous un motif. Chacun, pris isolément, semblait insignifiant, mais ensemble, ils laissaient deviner des stratagèmes cachés, une dissimulation et une intention humaine. Elle savait que la patience révélerait les liens, que le temps et une observation attentive étaient plus efficaces que la pression ou l'interrogatoire. En fin d'après-midi, l'inspecteur avait commencé à restreindre son champ d'enquête, se concentrant sur les personnes proches du crime et ayant un mobile apparent. Léonard Hartwell restait sous surveillance, même si mademoiselle Marple remarqua que son comportement, bien que nerveux, ne trahissait pas les signes subtils d'une culpabilité délibérée. L'anxiété de madame Hartwell semblait protectrice plutôt que complice, tandis que d'autres villageois, soucieux de simplifier le récit, attribuaient rapidement des mobiles imaginaires à des suspects faciles. Miss Marple, cependant, ne se souciait pas des apparences. Elle savait que la véritable compréhension ne résidait pas dans les paroles des gens, mais dans leur comportement, dans ces petits gestes qui trahissaient des vérités cachées, et dans l'interaction de ces signaux subtils, elle commença à percevoir un fil conducteur que d'autres avaient négligé. Un fil conducteur qui, s'il était suivi attentivement, pourrait éclairer le véritable mobile et, en fin de compte, le véritable coupable. Alors que le jour touchait à sa fin, Miss Marple s'attarda une fois de plus dans le jardin de la boulangerie. Les ombres s'allongeaient, le village se calmait, et une légère brise agitait les fleurs et les nappes. Elle réfléchissait aux motifs qu'elle avait observés, cataloguant les plus infimes détails avec soin. Le Passington puzzle était loin d'être achevé, mais de faibles contours commençaient à se dessiner. Le mouchoir, le carnet, les petites perturbations du jardin et le fragment de papier étaient autant de pièces d'une mosaïque subtile dont la réalisation exigeait patience, perspicacité et compréhension du cœur humain. Miss Marple rentre chez elle au crépuscule, d'un pas mesuré et sans hâte. Elle ressentit le frisson familier et silencieux de l'anticipation, la certitude que les pièces du puzzle commençaient à s'aligner, que l'indice caché avait été identifié et qu'avec une observation attentive, l'écheveau des secrets de St. Mary Mead commencerait à se dévoiler. Demain, songea-t-elle, apporterait de nouvelles perspectives, et le délicat processus de décryptage des motivations humaines se poursuivrait, une observation subtile à la fois. Le lendemain apporta une tension sourde, comme si le village lui-même avait pris conscience du fragile équilibre qui régnait désormais dans ses rues. St. Mary Mead paraissait aussi pittoresque que chaque vitrine étincelante au soleil matinal, les jardinières débordant de fleurs, mais la simplicité habituelle des interactions sociales avait fait place à des regards attentifs, des pas mesurés et des conversations à voix basse. Miss Marple, comme toujours, se déplaçait silencieusement dans le village, absorbant chaque changement subtil de comportement,
chaque regard indiscret et chaque petit geste révélateur. L'inspecteur Craddock avait organisé d'autres entretiens à la boulangerie Hartwell. Il souhaitait s'entretenir individuellement avec les villageois qui avaient interagi avec Edgar Browning au cours des semaines précédant la garden party, afin de découvrir d'éventuelles tensions ou motivations cachées. Miss Marple, apparemment présente pour apporter un soutien moral et observer, se plaça au bord de la pièce, son œil perçant observant non seulement les mots, mais aussi les postures, les micro-expressions et les réactions subtiles. La première à prendre la parole fut Madame Price, arrivée en avance, son ombrelle serrée contre elle, comme si elle était à la fois un bouclier et un moyen d'affirmer son autorité. Elle évoqua des affronts mineurs, des insultes perçues et ses impressions sur les interactions d'Edgar Browning avec divers habitants de la ville. Si ces déclarations étaient largement anecdotiques, Mademoiselle Marple décelait des schémas sous-jacents, des divergences entre ce que Madame Price soulignait et ce qu'elle semblait vouloir dissimuler. Une peur sous-jacente se lisait dans son ton, signe subtil qu'elle en savait plus qu'elle n'en reconnaissait, tout en hésitant à parler ouvertement. Ensuite, ce fut M. Tilling dont l'esprit légaliste ne pouvait s'empêcher d'échafauder des motifs hypothétiques, même lorsqu'aucun n'était fermement établi. Il exposait des griefs imaginaires, des conflits de propriété potentiels et les conséquences possibles d'infractions sociales mineures. Miss Marple écoutait attentivement, notant les petits indices qui trahissaient son impatience et une subtile satisfaction personnelle. Son empressement à affirmer son autorité, bien que poli, reflétait un besoin de dominer le récit, un trait souvent présent chez ceux qui craignent le désordre que peuvent engendrer les vérités cachées. Miss Pennywither, voltigeant avec son énergie habituelle, racontait ses observations et des bribes de ragots avec une imagination débordante qui colorait la réalité. Miss Marple laissait libre cours à son enthousiasme, consciente que la jeunesse brouille souvent faits et conjectures, tout en reconnaissant que les révélations involontaires cachées dans de tels récits peuvent être étonnamment précieuses. Une légère hésitation ici, un détail contradictoire là, autant de fragments qu'elle conserverait pour une réflexion ultérieure. C'est lors des entretiens de milieu de matinée qu'une révélation plus substantielle a émergé. Madame Hartwell, ayant conservé son sang-froid avec une habileté discrète, a admis une légère dispute avec Edgar Browning quelques jours avant l'incident fatal. Il avait, expliqua-t-elle, remis en question la provenance de certains ingrédients, insinuant que sa boulangerie lésinait sur les coups. Bien que trivial, Mademoiselle Marple remarqua la lueur de ressentiment qui traversa son visage. Non pas de la malveillance, mais simplement de l'irritation face à une injustice perçue. Cela, songea-t-elle, pourrait devenir pertinent, selon l'interaction des caractères et des circonstances. Léonard Hartwell fut appelé à prendre la parole séparément. En entrant dans la pièce, Miss Marple remarqua une démarche mesurée, les mains jointes. Sa voix était posée, bien que son regard trahît un malaise passager. Il parla poliment de la garden party et de ses fonctions, soulignant qu'il avait été occupé à aider sa tante et à servir les invités. Mademoiselle Marple remarqua de légères incohérences et hésitations, ainsi qu'un léger évitement de certains sujets, mais reconnut que la nervosité et la conscience professionnelle se manifestaient souvent de manière similaire. L'art, pensa-t-elle, résidait dans la distinction entre anxiété naturelle et intention cachée. Au fil de la matinée, Miss Marple prit conscience de l'existence de relations et de griefs jusque-là passés inaperçus. Un commerçant local, M. Finch, admis, interrogé, s'est disputé avec Edgar au sujet d'une petite dette plusieurs semaines auparavant, et Browning avait, selon lui, insisté jusqu'à l'agressivité. Une autre villageoise, Madame Lamont, révéla ses soupçons quant aux motivations d'Edgar pour assister aux réunions paroissiales, laissant entendre une curiosité frisant la curiosité plutôt que la malveillance. Ces disputes mineures, bien qu'insignifiantes individuellement, formaient un réseau de tensions potentielles, chacune contribuant au subtil réseau des interactions humaines. Miss Marple, observant en silence, réfléchit à la nature de ces révélations. Le ressentiment humain s'accumulait souvent silencieusement, comme les sédiments d'un étang, ne remontant à la surface que lorsqu'une perturbation le provoquait. Dans les petits villages comme St. Mary Mead, ces perturbations étaient rarement dramatiques, mais elles pouvaient être mortelles lorsqu'elles étaient combinées à une opportunité et à un tempérament impulsif. Miss Marple remarqua que chaque villageois portait des traces d'irritation, de jalousie subtile ou d'instinct protecteur. La clé était de déterminer quelle combinaison avait basculé vers l'action fatale. Lors d'une pause,
Miss Marple entre dans le jardin de la boulangerie, s'accordant quelques instants de contemplation. La scène, bien que quelque peu changée depuis la veille, conservait de faibles traces du chaos antérieur. Des éraflures dans l'herbe, de la vaisselle légèrement déplacée, et le positionnement subtil des pots de fleurs suggéraient des mouvements précipités mais délibérés. C'est là, songea-t-elle, que l'interaction des comportements humains se révélait le plus clairement, des gestes apparemment insignifiants, souvent dissimulant une intention, et une intention, une fois comprise, pouvant éclairer les motivations. Une brève interruption attira son attention. Miss Pennyweather, cherchant à apporter des observations supplémentaires, s'était approchée du jardin et murmurait à Madame Hartwell à propos de l'attitude prétendument hautaine d'Edgar Browning. Miss Marple observa attentivement la posture de Léonard changer subtilement, ses mains se resserrant brièvement autour d'un plateau de pâtisserie. Ce geste fugace, facilement ignoré, suggérait une sensibilité à l'examen, une conscience de la perception qui pourrait plus tard jouer un rôle dans les motivations et les opportunités. En milieu d'après-midi, une conversation laissa entrevoir une couche plus profonde de secrets villageois. Madame Lamont, parlant avec prudence, mentionna avoir entendu des rumeurs, non vérifiées, avoua-t-elle, au sujet de disputes entre villageois qui avaient eu lieu bien avant l'arrivée de Browning. Des différends fonciers, des jalousies mineures et de vieux griefs se murmuraient à elle, comme si la peur des conséquences empêchait toute divulgation. Miss Marple, comme toujours, cataloguait ces fragments sans jugement, consciente que des secrets apparemment sans rapport convergent souvent de manière à définir à la fois les motivations et les actes. Le soir venu, le village semblait s'installer dans une vigilance silencieuse. L'inspecteur Craddock continuait d'examiner les déclarations et de croiser les observations, mais Miss Marple savait que les éléments cruciaux de l'énigme lui restaient invisibles. Alors que la procédure officielle se concentrait sur l'opportunité et le mobile apparent, elle se concentrait sur les comportements humains subtils, les incohérences, les gestes fugaces, les échappatoires insignifiantes qui suggéraient des vérités non dites. De retour chez elle, elle repensa à la journée. Le passé et les relations interpersonnelles des villageois commençaient à émerger, révélant une complexité plus grande qu'il n'y paraissait au premier abord. Chaque révélation ajoutait des nuances à l'affaire. L'anxiété de Madame Price, l'assurance de M. Tilling, le malaise passager de Léonard Hartwell, la vigilance protectrice de Madame Hartwell et les disputes chuchotées des villageois, tout contribue à une meilleure compréhension des motivations potentielles et des dynamiques interpersonnelles. Miss Marple était assise tranquillement près de sa fenêtre, tricotant nonchalamment, mais son esprit travaillait avec assiduité. Les motifs cachés de St. Mary Mead commençaient à se révéler, petits mais significatifs. Elle comprenait que la véritable clarté ne viendrait pas de l'impatience ou de la spéculation, mais d'une observation continue, d'une réflexion attentive et de la reconnaissance de l'interaction subtile entre le désir humain et les circonstances. Alors que les premières étoiles apparaissent dans le ciel du soir, Miss Marple ressent la certitude que les fils conducteurs, les opportunités et le ressentiment caché étaient désormais visibles, ne serait-ce que par de faibles contours. Les prochaines étapes, savait-elle, consisteraient à observer les réactions, à tester les perceptions et à découvrir des vérités longtemps enfouies sous la surface placide du village. La patience, songea-t-elle, était essentielle. Les secrets, une fois exhumés, se révélaient souvent de la manière la plus inattendue. Ainsi, St. Mary Mead s'installa dans sa nuit agitée. Les ombres s'allongent sur les rues tranquilles, tandis que Miss Marple, avec une attention calme et une perspicacité douce, se préparait à la prochaine étape de son enquête discrète et discrète. Le passé des villageois, leurs petites rancœurs et leurs peurs cachées, se mêlèrent désormais au mystère de la mort d'Edgar Browning, créant une mosaïque dont seul celui qui saurait observer les paroles et les non-dits pourrait donner toute sa dimension. L'air matinal de St. Mary Mead était vif et pur, mais une tension sourde régnait dans le village. Les magasins ouvraient prudemment, les salutations d'usage étaient formulées avec une politesse mesurée, et les villageois s'attardèrent au coin des rues, comme pour se rassurer les uns les autres. Malgré les apparences, la paix du village était rompue. La mort d'Edgar Browning, bien que plusieurs jours plus tard, continuait de secouer la communauté avec une persistance inquiétante. Miss Marple, arpentant la rue principale comme à son habitude, remarqua ces subtils changements avec son acuité habituelle. Elle remarqua que Madame Price s'attardait trop longtemps devant la vitrine de sa boutique préférée, son ombrelle à deux mains,
et que la conversation de M. Tilling avec une connaissance de passage semblait ponctuée de tension, sous un vernis de civilité. Chaque geste, chaque regard fuyant, ajoutait des fils à la tapisserie complexe des comportements humains qu'elle démêlait discrètement. Ce n'est qu'en milieu de matinée qu'un nouvel événement poussa le village à l'extrême inquiétude. Un cri strident s'éleva de l'arrière de la boulangerie Hartwell. Miss Marple, qui discutait tranquillement avec la receveuse de détail du village, se retourna aussitôt, l'attention éveillée. Une petite foule se rassemblait déjà, les murmures s'accumulant rapidement comme une volée d'oiseaux effrayés. Léonard Hartwell apparut le premier sur les lieux, l'air inquiet. Madame Hartwell le suivait de près, les mains crispées, essayant de garder son sang-froid. Au centre du jardin, maladroitement étendu sur l'herbe, gisait une seconde victime, M. Finch, l'artisan local dont le léger litige avec Edgar Browning avait été évoqué lors de précédentes interviews. Son visage était pâle, et il n'y avait aucune trace de lutte, hormis un léger déplacement du feuillage environnant. L'espace d'un instant, le jardin parut figé d'incrédulité. L'inspecteur Craddock, accourant sur les lieux, donne des instructions rapides pour contenir la foule, même si les murmures des villageois ne purent être entièrement apaisés. Mademoiselle Pennyweather, toujours agitée, s'approcha d'un pas léger, les yeux écarquillés de curiosité, tandis que Madame Price marmonnait avec anxiété au sujet de la double tragédie et de ses implications pour la réputation du village. Miss Marple observait silencieusement depuis la périphérie, le visage serein, mais l'esprit alerte. 2 morts, d'une soudaineté similaire mais d'une subtile nuance différente, suggérant un schéma qui dépassait la simple coïncidence. Elle remarqua immédiatement la position du corps, l'absence de lutte apparente et les légers désordres dans le jardin qui suggéraient un timing, une présence et peut-être une opportunité. Contrairement à la plupart, elle reconnaissait que de tels détails étaient rarement accidentels. L'inspecteur Craddock commença à interroger les villageois sur place, son approche méthodique sous pression témoignant à la fois d'une efficacité et d'une certaine tension visible. Léonard Hartwell, bien qu'inquiet et compréhensible, répondit poliment, soulignant sa présence pour aider sa tante et s'occuper des livraisons du matin. Madame Hartwell, protectrice et inquiète, tenta d'apaiser la conversation, tandis que mademoiselle Marple, comme toujours, restait discrète, cataloguant les réactions plutôt que de participer. Les villageois, cependant, tirèrent rapidement des conclusions hâtives. Madame Price chuchota d'un ton pressant à un petit groupe, la voix légèrement plus forte. « Il n'y a plus de doute. Il y a une tendance. Ce ne peut être un simple accident. Quelqu'un les a ciblés tous les deux. » Ces paroles, destinées à convaincre, trahissaient en réalité sa propre appréhension grandissante. Miss Marple remarqua le léger tremblement de ses mains et l'anxiété qui la serrait autour de son ombrelle, reconnaissant l'interaction entre la peur et le positionnement social qui colorait sa perception. Miss Pennyweather, incapable de contenir sa curiosité, s'approcha de Miss Marple avec hésitation. « Pensez-vous que ce soit la même personne ?» demanda-t-elle d'une voix légèrement tremblante. Miss Marple, sans s'alarmer, laissa son regard parcourir la scène. « C'est possible, ma chère, dit-elle doucement, mais les schémas du comportement humain sont rarement évidents au premier coup d'œil. Il y a des subtilités qu'il faut observer avant de tirer des conclusions. » L'inspecteur, quant à lui, se concentrait sur les opportunités. Il interrogea chaque villageois sur ses allées et venues en fin de matinée, espérant établir des alibis ou des incohérences. Léonard raconta ses tâches à la boulangerie, tandis que Madame Hartwell détaillait ses déplacements entre la cuisine et la boutique. De légères incohérences temporelles furent constatées, mais rien de manifestement incriminant ne ressortit. Miss Marple, cependant, remarqua des choses que personne d'autre ne prit en compte. La position du corps de M. Finch suggérait qu'il était immobile au moment du drame. L'herbe environnante présente de subtiles traces de pas, mais aucune trace de pas directement liée aux villageois des environs. Un délicat agencement de pots de fleurs, légèrement décalé par rapport à la veille, indiquait un mouvement précipité dans le jardin, mais une seule silhouette avait pu passer sans les déranger davantage. Elle remarqua également les réactions des observateurs, le léger serrement des mains de Léonard, la pâleur des joues de Madame Hartwell et le tressaillement qui traversa le visage de Madame Price lorsque l'inspecteur évoqua les disputes antérieures d'Edgar Browning. Ces micro-gestes, bien que subtils, créaient un fil narratif que l'œil non-observateur aurait complètement manqué. Plus tard, alors que le jardin était sécurisé et que l'inspecteur commençait l'interrogatoire préliminaire, Miss Marple s'entretint avec quelques personnes sous couvert d'une conversation informelle.
Elle posa des questions polies à Léonard sur des détails mineurs, la disposition des tables et le déroulement des événements ayant conduit aux 2 tragédies. Léonard répondit poliment, mais son regard se posa parfois sur les vestiges épars du chaos matinal, trahissant un mélange d'appréhension et d'inquiétude. Pendant ce temps, Madame Hartwell avoue discrètement à Mademoiselle Marple avoir entendu des disputes mineures au village dans les semaines précédant l'arrivée d'Edgar Browning. Elle lui rapporta des rumeurs de dettes, de désaccords et de petits griefs qui semblaient anodins mais qui laissaient une trace subtile dans la vie sociale du village. Mademoiselle Marple assimila l'information avec sa patience habituelle, consciente que ces détails apparemment anodins formèrent souvent le fondement de motivations cachées. En fin d'après-midi, le village était de plus en plus agité. Les discussions s'orientèrent vers des spéculations sur un ciblage délibéré, certains villageois exprimant de la peur, d'autres de la fascination. Miss Marple, assise tranquillement dans un coin de la boulangerie, cataloguait les réactions avec la même précision que les jours précédents. La peur, la curiosité et l'anxiété sociale jouent toutes un rôle dans la perception, mais elle savait que la véritable compréhension ne venait pas de spéculations superficielles, mais d'une observation attentive et patiente des subtilités, des gestes, des regards, des hésitations et des contradictions. La seconde tragédie bouleversa le rythme de St. Mary Mead. Là où auparavant régnaient murmures et conjectures, la tension était désormais palpable. Le schéma, cependant, restait flou, et les véritables liens demeurent cachés. Miss Marple remarqua que la concordance des événements, leur timing, leur position et de subtils indices comportementaux laissaient entrevoir une série d'événements délibérément orchestrés, mais que leur véritable raison était dissimulée derrière des couches de fausses pistes et la tendance naturelle des humains à mal interpréter les apparences. À la tombée de la nuit, Miss Marple réfléchissait aux événements de la journée. 2 morts successives avaient approfondi le mystère, mais leur convergence laissait entrevoir les contours flous d'une tendance. On ne savait pas immédiatement qui en était responsable ni pourquoi, mais Miss Marple pressentait que observations et questionnements subtils révéleraient bientôt des incohérences et des vérités cachées au grand jour. De retour chez elle sous un ciel aux dernières lueurs du crépuscule, Miss Marple examina les éléments humains qu'elle avait répertoriés. Anxiété, peur, instinct protecteur, curiosité et signes subtils de dissimulation. Chaque villageois, elle le savait, contribue à l'évolution du récit, que ce soit par son action, son omission ou sa simple présence. La prochaine étape de l'enquête, songea-t-elle, exigerait une attention particulière à ces subtilités humaines, car le véritable coupable ne s'appuyait pas uniquement sur la force ou les preuves matérielles, mais sur sa capacité à manipuler les apparences et à exploiter les réactions prévisibles d'autrui. Ainsi, le village de St. Mary Mead entra dans une nouvelle nuit agitée, ses rues silencieuses, ses habitants aux aguets, et l'ombre du soupçon s'étendant sur des maisons familières. Miss Marple, toujours sereine, se retira avec impatience, consciente que les rebondissements qui se déroulaient n'étaient que le début des révélations. À venir, patience, perspicacité et observation attentive allaient, comme toujours, révéler les vérités cachées sous la surface paisible de la vie villageoise. Les jours qui suivirent le second décès à St. Mary Mead fut marqué par une tension presque palpable. Les villageois arpentaient sur les rues avec prudence, leurs salutations polies teintées d'anxiété, leurs conversations chuchotées, comme si l'air même pouvait être porteur de suspicion. La boulangerie Hartwell, autrefois le joyeux centre de la vie sociale du village, demeurait un lieu de malaise, son animation habituelle étant atténuée, ses vitrines reflétant les ombres persistantes des récents événements. Miss Marple, comme toujours, conservait son calme et sa modestie. Elle passait ses matinées à arpenter tranquillement le village, observant les gestes, écoutant les phrases à moitié dites et notant les subtils changements de comportement. Chaque interaction, chaque légère hésitation, chaque regard contribue à la mosaïque de compréhension qu'elle assemblait soigneusement dans son esprit. Tandis que les villageois se perdaient dans leurs spéculations, elle tâtait méthodiquement le terrain, cherchant des indices permettant de distinguer l'instinct de l'intention, la vérité de la fausse piste. L'occasion se présenta en milieu de matinée à la boulangerie Hartwell, où les femmes du quartier s'étaient réunies, soi-disant pour prendre le thé, mais le but était moins innocent. Madame Price, en particulier, avait organisé cette réunion, soi-disant pour discuter d'œuvres caritatives. Mais la conversation dévia bientôt vers Edgar Browning et M. Finch. Mademoiselle Marple,
délicatement assise au bord de la pièce avec son tricot, observait avec un intérêt discret. « Je n'arrive pas à imaginer qui pourrait faire de telles choses, » commença Madame Price, la voix rauque, marquée par une émotion contenue. Deux hommes, pris si soudainement que c'en est presque incompréhensible. Ses mains, serrées autour de sa tasse de thé, tremblaient légèrement. Mademoiselle Marple remarqua ce geste avec une attention particulière. L'inquiétude était sincère, mais l'insistance sur l'impossibilité de tels événements laissait deviner quelque chose de plus profond, une volonté de manifester une indignation morale tout en dissimulant une inquiétude personnelle. Miss Marple répondit doucement, comme si elle méditait à voix haute plutôt qu'elle l'interrogeait. « Oui, c'est troublant, dit-elle. Pourtant, on constate souvent que dans les petites communautés, les gens dissimulent parfois des tensions qui peuvent s'aggraver de manière inattendue. » Elle laissa sa déclaration s'attarder, observant attentivement les réactions. Le regard de Madame Price se porta brièvement sur M. Tilling, assis de l'autre côté de la pièce, avant de se tourner à nouveau vers Miss Marple. M. Tilling, quant à lui, ajusta ses lunettes et se pencha légèrement en avant. « En effet, dit-il, d'un ton précis et mesuré. On pourrait supposer que les émotions humaines, lorsqu'elles ne sont pas maîtrisées, peuvent se manifester de manières apparemment soudaines, mais qui trouvent de leur origine dans des griefs tenaces. » Son regard balaya la pièce, cherchant subtilement une confirmation, mais Miss Marple décela une légère rigidité dans sa posture, une tension sous son air calme. C'est alors que Miss Marple choisit de recourir à un test psychologique discret, conçu non pas pour provoquer des aveux explicites, mais pour observer les réactions instinctives. Elle parla doucement, volontairement ambiguë. « Je me demande, dit-elle, si parfois ceux qui sont au plus près de la scène remarquent des choses que d'autres négligent. Les plus petits troubles, les plus infimes gestes, peuvent en révéler plus que le témoignage le plus détaillé. » L'effet fut immédiat. Léonard Hartwell, assis près de la fenêtre, ajusta nerveusement ses mains. Madame Hartwell, debout à côté de lui lança un regard inquiet. Le regard de M. Tilling se porta vers le jardin, comme pour évaluer les possibilités, et les lèvres de Madame Price se pincèrent brièvement, trahissant un malaise instinctif. Mademoiselle Pennywither, sentant l'atmosphère survoltée, s'agita sur son siège, son regard passant d'un adulte à l'autre, comme si elle savait qu'une révélation pouvait survenir à tout moment. Miss Marple continua, conservant l'apparence d'une conversation oisive. « Il est curieux de voir comment les gens agissent parfois sans se rendre compte de la signification de leurs gestes, dit-elle. Un regard fugace, un mouvement subtil, peuvent trahir une intention totalement cachée aux yeux de ceux qui l'entourent. » Elle s'accorda une pause, observant les réactions, cataloguant les micro-expressions et notant ceux qui manifestent de la tension, de la réticence ou un sang-froid excessif. Léonard remua sur son siège, jetant un bref coup d'œil à sa tante avant de reporter son regard sur la tasse de thé qu'il tenait. Miss Marple remarqua le léger serrement de sa mâchoire et le léger serrement de ses dents. Elle a fait semblant, réaction qui, sans être incriminante en soi, suggérait une sensibilité accrue aux suggestions. Le regard de Madame Hartwell se porta de nouveau sur lui, puis se détourna rapidement, tandis que l'apparence calme de M. Tilling commençait à montrer de minuscules fissures, une hésitation subtile dans son discours, une légère rougeur aux joues. Encouragée par ces observations, Miss Marple insista un peu plus. Il arrive, bien sûr, qu'une personne soit proche d'un événement sans en percevoir les conséquences. D'autres fois, l'esprit se souvient de détails que d'autres considèrent comme insignifiants et qui, à la réflexion, en révèlent bien plus qu'ils ne le devraient. La conversation déviait légèrement, bien que Miss Marple la menât avec une précision subtile. Elle introduisit des scénarios hypothétiques mineurs, un mouchoir égaré, un petit bout de papier, une perturbation subtile dans le jardin. Chaque allusion était délibérée, conçue pour provoquer des réactions difficiles à masquer. Elle nota qui jetait un coup d'œil à des objets familiers, dont les mains se crispent involontairement, dont le regard cherchait à s'évader ou à se rassurer. Chaque réaction était répertoriée avec un soin méticuleux. Comme on pouvait s'y attendre, Madame Price réagit avec indignation, soulignant l'impossibilité de méfaits délibérés dans leur paisible village. M. Tilling, soucieux de conserver sa dignité, manifesta néanmoins de l'impatience et une légère attitude défensive lorsqu'il fit allusion à des incohérences mineures. La tension discrète de Léonard persista, quoique tempérée par une politesse prudente, et l'instinct protecteur de Madame Hartwell demeura un subtil contrepoint, révélant une inquiétude pour son neveu plutôt qu'une culpabilité. En milieu d'après-midi, Miss Marple avait accumulé une série de signaux, de gestes,
de réactions et de comportements subtils qui, pris ensemble, éclairaient la vérité profonde. Les villageois eux-mêmes n'étaient-ils pas conscients de l'examen discret auquel ils étaient soumis, réagissant naturellement aux suggestions plutôt qu'à un interrogatoire direct. Miss Marple savait que le test psychologique qu'elle avait mené fournirait des informations qu'aucun interrogatoire formel ne pouvait révéler. Plus tard, tandis que le groupe se dispersait et que le silence régnait à la boulangerie Hartwell, Miss Marple s'autorisa une brève réflexion. L'interaction entre tension, gestes et réactions avait révélé qui se montrait à l'aise sous les regards, qui manifestait un malaise instinctif et qui, par une esquive subtile, en révélait plus que les mots ne pouvaient le dire. Elle n'avait pas encore identifié le coupable, mais les fils commençaient à se former, chaque réaction étant une pièce d'un puzzle que seule une observation attentive pouvait résoudre. Pendant ce temps, le village de St. Mary Mead poursuivait son rythme habituel, la peur et la curiosité toujours présentes, bien que largement dissimulées par des conversations polies. Les villageois chuchotaient entre eux, spéculaient avec prudence et s'observaient avec une méfiance presque imperceptible. Miss Marple, marchant lentement vers sa maison, remarqua ces courants sociaux, consciente que le comportement humain était rarement simple. Les apparences pouvaient être trompeuses, les motivations peuvent être masquées et les opportunités dissimulées, mais l'observateur attentif, patient et attentif pouvait discerner les vérités cachées. À la tombée de la nuit, Miss Marple s'installa dans son salon silencieux, revoyant les schémas subtils qu'elle avait enregistrés. Gestes, micro-expressions et réactions à des scénarios hypothétiques pointaient tous vers des divergences que d'autres avaient négligées. Elle comprit que l'étape suivante exigerait une patience délicate. Observer, attendre et laisser les impulsions humaines révélatrices de la vérité se manifester naturellement. Dans le silence de sa maison, elle ressentait une satisfaction sourde. L'épreuve finale, bien que subtile et discrète, avait réussi à révéler les indices dont elle avait besoin. Chaque villageois avait révélé, par instinct et par réaction, les nuances de caractère qui la guideraient finalement vers le véritable coupable. La vérité, songea-t-elle, était toujours visible pour ceux qui savaient l'observer, non pas dans les grands gestes, mais dans les petits moments d'inattention où la nature humaine rayonnait le plus. Ainsi, tandis que les premières étoiles apparaissent au-dessus de St. Mary Mead, Miss Marple restait assise en silence, tricotant et contemplant les fils qu'elle avait rassemblés. La patience permettrait aux derniers morceaux de se mettre en place, et bientôt, grâce à un raisonnement minutieux et une perspicacité subtile, le réseau caché des motivations et des actions révélerait celui qui avait semé la tragédie dans leur paisible village. L'aboutissement de son travail discret et méticuleux approchait, et elle se réjouissait de la clarté qui allait bientôt émerger. Le matin se leva doucement sur St. Mary Mead, le village baigné d'une douce lumière qui dissimulait les tensions qui couvaient sous la surface. Les événements de la semaine écoulée avaient marqué ses habitants, leurs habitudes polies désormais soulignées par des spéculations chuchotées et des regards prudents. À la boulangerie Hartwell, le bourdonnement habituel des préparatifs était discret, l'atmosphère pesante de malaise. Pourtant Miss Marple entra avec son calme habituel, l'esprit enflammé par des observations recueillies et soigneusement analysées. Elle avait passé les jours précédents à compiler discrètement les fils du comportement humain, les détails insignifiants et les schémas subtils que d'autres avaient négligés. Maintenant, elle sentait que les pièces du puzzle étaient presque en place. Le mouchoir, le carnet, le bout de papier, les perturbations dans le jardin et les réactions instinctives des villageois lors de son test psychologique formaient une mosaïque qui, avec un raisonnement rigoureux, révélerait la véritable séquence des événements et l'identité du meurtrier. L'attention de Miss Marple se porte d'abord sur Leonard Hartwell. Le jeune homme s'activait dans la boulangerie avec son assiduité habituelle, rangeant les viennoiseries et effectuant de menues courses. Ses mains, bien que fermes, trahissaient une pointe de nervosité. Son regard, cependant, évita ceux de certains villageois, se concentrant plutôt sur des points familiers de la pièce. La bordure du jardin visible par la fenêtre, l'étalage de tasses et de théières, la faible trace du mouchoir qu'elle avait observé quelques jours auparavant. Miss Marple nota ces détails discrètement, comprenant que les petits gestes instinctifs étaient souvent plus éloquents que les mots. Pendant ce temps, Madame Hartwell se tenait près de Léonard, son instinct protecteur transparaissant dans chacun de ses regards et de ses gestes. Elle parlait poliment aux villageois comme aux clients, mais son attention revenait sans cesse vers son neveu.
Mademoiselle Marple comprenait qu'une telle vigilance, bien que maternelle, pouvait aussi trahir la peur que l'innocence de son neveu soit mise en doute, ou, plus subtilement, que le véritable coupable puisse encore errer parmi eux sans être remarqué. L'esprit de Miss Marple se tourna alors vers le mouchoir brodé des initiales CH, le carnet rempli de notes énigmatiques, et le bout de papier suggérant une rencontre secrète. Pris individuellement, ces éléments semblaient anodins, mais considérés ensemble, ils dénotent un individu à la fois méticuleux et prudent, cherchant à manipuler les apparences et à dissimuler ses motivations. Ce n'était ni l'opportunité ni la proximité qui révélaient la culpabilité, mais la combinaison de l'action, de l'intention et de l'instinct humain. Elle commença à observer les villageois de plus près, notant leurs moindres gestes dans la boulangerie. L'anxiété de Madame Price demeurait constante, son ombrelle serrée contre elle, comme pour la protéger de l'inquiétude persistante. L'assurance de M. Tilling, bien que soigneusement entretenue, trahissait quelques hésitations, une légère crispation des mâchoires, à la moindre incohérence. Mademoiselle Pennyweather, inconsciente de la gravité de la situation, voltigeait, son énergie insatiable soulignant le contraste entre la curiosité juvénile et l'analyse minutieuse de Miss Marple. Miss Marple laisse alors s'engager une conversation prudente et posée. Elle engagea avec Léonard une conversation apparemment informelle, s'enquérant de détails mineurs concernant la garden party, le déroulement des événements à la boulangerie et la gestion des petites courses. Chaque question était formulée avec soin pour susciter des réactions instinctives, pour observer des réactions incontrôlables. Léonard répondit poliment, mais son regard se porta parfois vers le bord du jardin, vers les tasses disposées et vers le léger parfum de lavande qui flottait dans l'air. Miss Marple catalogua ces mouvements, reconnaissant leur importance non pas comme des preuves directes, mais comme des indicateurs d'attention, de conscience et d'implication potentielle. Elle porta ensuite son attention subtile sur M. Tilling et Mme Price, observant leur réaction à des allusions mineures aux disputes d'Edgar Browning, à la seconde mort et aux fragments de papier suggérant des rencontres clandestines. Leur réaction était révélatrice. La précision de M. Tilling vacillait légèrement, un léger manque de sang-froid trahissant un intérêt pour le récit dépassant la simple curiosité. L'anxiété de Mme Price s'intensifia, ses lèvres pincées, son regard se portant vers des silhouettes familières dans la pièce, comme si elle craignait d'en révéler plus qu'elle ne le souhaitait. C'est alors que l'attention de Miss Marple se porta sur un détail mineur, négligé, de l'agencement du jardin. Les éraflures, le léger déplacement des pots de fleurs, la disposition des tables et le petit bout de papier indiquent un mouvement délibéré, exécuté avec soin mais révélant des traces subtiles. Seul quelqu'un connaissant parfaitement l'agencement, quelqu'un dont les mouvements étaient à la fois habituels et précis, pouvait s'y retrouver sans laisser de nouvelles perturbations. L'esprit de Miss Marple associa ce schéma au comportement qu'elle avait observé chez Léonard, notant l'interaction entre la conscience instinctive et l'opportunité. Rassemblant les villageois dans la salle principale de la boulangerie, Miss Marple parla doucement, d'un ton modeste mais empreint de perspicacité. « Je crois, dit-elle, que les événements de ce jour-là, aussi tragiques soient-ils, ont suivi un schéma compréhensible par une observation attentive du comportement humain. La séquence, l'opportunité et les réponses aux suggestions subtiles pointent tous vers un individu dont le savoir, la conscience et l'intention ont guidé ses actions. Les villageois, tendus et impatients, attendaient en silence, certains s'agitant, d'autres retenant leur souffle. Miss Marple continua, le regard fixe, scrutant chaque visage avec une autorité tranquille. Le mouchoir, le carnet et le fragment de papier ne sont pas de simples incidents. Ils témoignent des actions subtiles d'une personne attentive aux détails, consciente des implications de la proximité, du geste et du timing. Et c'est à travers ces petits gestes, souvent inaperçus, que nous pouvons discerner la vérité. Un léger changement se produisit dans la pièce. Les doigts de Léonard se crispèrent brièvement sur le bord d'un plateau. La main de Madame Hartwell reposa protectrice sur son bras, et M. Tilling ajusta ses lunettes avec une tension subtile. Miss Marple laissa le temps s'étirer, observant les réactions se dérouler naturellement, révélant des réponses instinctives impossibles à simuler. Finalement, elle parla avec une clarté tranquille. L'individu responsable de la mort d'Edgar Browning et de M. Finch n'a pas agi par impulsion aveugle, mais par calcul minutieux, exploitant la confiance et les habitudes de son entourage. La preuve réside non seulement dans l'opportunité, mais aussi dans le comportement, les gestes instinctifs,
les intentions inconscientes et les subtiles manipulations que seul un observateur attentif peut discerner. Son regard se posa sur Leonard Hartwell. « C'est vous qui, par votre intention, votre conscience et votre opportunité, avez orchestré ces événements tragiques. » Ces mots, bien que doux, étaient porteurs d'une certitude indéniable. Le sang-froid de Léonard vacilla légèrement. Ses yeux s'écarquillèrent, un léger tremblement dans sa main trahissant la vérité que Miss Marple avait discernée par la seule observation. Madame Hartwell halta doucement en s'approchant, tandis que M. Tilling pinçait les lèvres, incrédule. Même Madame Price, malgré son anxiété et ses conjectures, parut momentanément muette. Les yeux de Mademoiselle Pennyweather étaient écarquillés par la stupeur, mais le regard calme de Mademoiselle Marple exprimait une autorité inébranlable. Elle poursuit en expliquant soigneusement comment les indices s'articulent. Le mouchoir témoignait d'une familiarité subtile avec le jardin. Le carnet révélait une planification méticuleuse, et le fragment de papier indiquait une anticipation de rencontres et d'opportunités. Les éraflures, le déplacement des objets et les réactions instinctives lors de son test psychologique convergent vers Léonard, dont le comportement, bien qu'apparemment poli et consciencieux, trahissait la minutie nécessaire pour commettre les crimes sans être immédiatement repéré. Lorsqu'elle eut terminé, le choc des villageois s'était transformé en une reconnaissance feutrée. Leonard Hartwell, pâle et tendu, restait assis, incapable de parler, tandis que sa tante, protectrice mais résolue, reconnaissait la subtile vérité du raisonnement de Miss Marple. La clarté de son observation, sa compréhension du comportement humain et l'accumulation patiente de petits détails avaient révélé ce qu'aucune spéculation, aucune conjecture, aucun commérage ne pouvait révéler. Miss Marple, son travail achevé pour l'instant, laissa le poids de son explication peser sur la salle. La vérité, dit-elle doucement, se cache souvent dans les plus petits gestes, les observations les plus discrètes et les détails discrets qui passent inaperçus. Pour y voir clair, il faut observer attentivement, écouter attentivement et laisser la patience éclairer ce que la hâte ne peut révéler. Le village de St. Mary Mead, malgré les rumeurs et les hypothèses hésitantes, avait enfin entrevu la réalité de la tragédie, et même si les conséquences allaient être complexes et le coût émotionnel considérable, le véritable coupable avait été identifié, non par la force ou l'accusation, mais grâce à l'observation subtile et inébranlable du comportement humain par quelqu'un qui comprenait les plus profondes subtilités de la nature humaine. Le village de St. Mary Mead s'éveilla le lendemain de la révélation avec un calme prudent. La tension qui avait régné dans les rues pendant près d'une semaine semblait s'être dissipée, mais pas totalement. Les fenêtres reflétaient la douce lumière de l'aube, les commerçants ouvraient leurs portes en saluant poliment, et l'agitation matinale habituelle était revenue. Mais sous-jacente, une conscience atténuée, une reconnaissance collective que les événements des derniers jours avaient définitivement modifié le rythme de la vie du village. Miss Marple arpentait les rues comme toujours, d'un pas mesuré et sans hâte, observant les gestes subtils de ceux qu'elle croisait. Les joues de Mrs. Price étaient légèrement pâles, ses mains serrées, mais son regard ne fixait plus nerveusement chaque passant. M. Tilling, bien que toujours méticuleux dans ses gestes, se tenait avec un peu moins d'empressement, comme si la certitude de la vérité avait apaisé une certaine tension intérieure. Miss Pennyweather, le regard vif mais posé, semblait comprendre que la curiosité ne pouvait mener bien loin avant que réflexion et patience ne soient nécessaires. La boulangerie Hartwell, au cœur de ces événements, conservait son charme, mais l'atmosphère y était plus solennelle, imprégnée du poids des récentes révélations. Madame Hartwell se déplaçait avec un calme prudent, s'occupant de son travail tout en rassurant subtilement Léonard, qui se tenait désormais dans une introspection silencieuse. Le village avait accepté, bien qu'à contre-cœur, la conclusion tirée par Mademoiselle Marple. La nature méticuleuse de Léonard, son souci du détail et les indices subtils de ses actions s'étaient combinés pour créer un scénario qui, bien que choquant, avait été révélé par une observation attentive plutôt que par une simple accusation. Miss Marple elle-même arriva tôt à la boulangerie, soi-disant pour acheter son assortiment habituel de pain et de viennoiserie. Elle salua Madame Hartwell avec une douce chaleur, remarquant la légère tension qui persistait dans sa posture et la surveillance attentive qu'elle portait à son neveu. « Bonjour, dit Miss Marple doucement. C'est un soulagement de voir le village reprendre son cours normal, malgré les ombres des récents événements encore présentes. » Madame Hartwell esquissa un petit sourire appréciateur et hocha la tête. « Oui, Mademoiselle Marple, je suppose que nous devons continuer,
même si la boulangerie ne sera plus jamais la même. Elle jeta un bref coup d'œil à Léonard, qui baissa les yeux en signe d'acquiescement. Son calme mesuré mais pensif. Mademoiselle Marple observait attentivement ces interactions, reconnaissant que même dans la résolution, les subtils courants de l'émotion humaine persistaient. Tout au long de la matinée, les villageois se pressèrent dans la boulangerie, posant des questions polies et engageant des conversations hésitantes. Ils parlaient prudemment, leurs mots mesurés comme s'ils naviguaient dans la fragile structure de confiance et de conscience, remodelée par la récente tragédie. Miss Marple, tricotant tranquillement dans un coin, laissait les interactions se dérouler naturellement, cataloguant gestes, expressions et tensions non exprimées avec la même précision patiente qui l'avait guidée tout au long de l'enquête. Madame Price arriva, son ombrelle, légèrement serrée, mais sans l'intensité de la peur. Elle parla doucement à Miss Marple des préoccupations du village, posant des questions sur la perception sociale et la réputation. Miss Marple l'écouta patiemment, la rassurant gentiment. « Le village a découvert ses secrets, dit-elle doucement, et maintenant ses vérités sont reconnues. Les gens s'adapteront, comme toujours, même lorsque les événements sont difficiles à accepter. » Monsieur Tilling entra peu après, arrangeant soigneusement ses lunettes et adressant quelques remarques courtoises sur la matinée. Miss Marple remarqua son phrasé précis, notant que la précision de son discours contribue désormais à renforcer l'ordre plutôt qu'à masquer l'anxiété. L'interaction des personnalités, songea-t-elle, était un rappel subtil mais durable que la compréhension de la nature humaine était plus précieuse que les conjectures ou les spéculations. Au fil de la matinée, Miss Marple profita de l'occasion pour s'entretenir en privé avec Léonard Hartwell. Elle s'adressa à lui avec douceur, non pas sur un ton accusateur, mais avec un calme aveuglément. « Jeune homme, dit-elle, il arrive souvent que les impulsions humaines, combinées à l'opportunité, entraînent des conséquences imprévues. L'important est de comprendre, de réfléchir et d'apprendre des événements qui se déroulent. » Léonard, l'expression mêlée d'appréhension et d'introspection, hocha doucement la tête. Il ne parla pas immédiatement, s'imprégnant de la sagesse subtile des paroles de Miss Marple. La gravité de ses actes, bien que révélée et comprise, exigeait un traitement qui allait au-delà de la simple reconnaissance. L'approche de Miss Marple, calme mais perspicace, lui permettait de conserver une certaine dignité, même à l'ombre de la culpabilité. Dehors, le village retrouva un semblant de normalité. Les enfants allaient à l'école par petits groupes, leur rire prudent mais sincère. Les commerçants ouvrirent leurs portes avec des salutations tempérées par la conscience, tandis que les voisins échangeaient des hochements de tête en signe de reconnaissance, témoignant d'une compréhension commune des événements récents. Miss Marple, observant depuis la vitrine de la boulangerie, remarqua le rythme délicat de la restauration sociale, reconnaissant le rééquilibrage progressif des relations humaines après les perturbations. Dans l'après-midi, Miss Marple avait terminé sa ronde d'observation silencieuse. Elle s'arrêta brièvement près de la place du village, réfléchissant au déroulement des événements. Le mouchoir, le carnet, le fragment de papier, les légères éraflures dans le jardin et les comportements instinctifs qu'elle avait soigneusement répertoriés, tout avait pris une tournure plus claire. La tragédie, bien que profondément traumatisante pour le village, avait été résolue non pas par la confrontation ou les preuves seules, mais par la compréhension de la nature humaine, l'attention aux signaux subtils et la patience d'observer. Elle rentra chez elle tandis que les ombres s'allongeaient sur les rues pavées. Le village, songea-t-elle, garderait le souvenir de ces événements pour un temps, mais la compréhension qu'elle avait apportée offrait une certaine sérénité. L'interaction entre les émotions humaines, la peur, l'anxiété, la curiosité et la subtile tromperie a créé un réseau complexe, mais la clarté a été obtenue par la perspicacité plutôt que par l'accusation. Ce soir-là, Miss Marple s'installa dans son salon silencieux, la chaleur familière de son environnement offrant un contrepoint à l'intensité des derniers jours. Elle réfléchit aux villageois, à leurs réactions et au déroulement des événements. Le comportement humain, remarqua-t-elle, restait d'une complexité infinie, mais des schémas se dessinaient lorsqu'on l'observait avec patience, subtilité et attention. Elle songea à la façon dont les petits gestes, les réactions instinctives et les motivations cachées se combinent pour façonner des résultats qui, à première vue, semblaient chaotiques ou inexplicables. Dehors, St. Mary Mead semblait s'installer dans une paix fragile. Des lumières scintillaient aux fenêtres, et le léger parfum des fleurs du soir se mêlait à l'arôme du pain qui cuit. La vie, bien que transformée, poursuivait son rythme paisible. Miss Marple, tricotant doucement,
s'autorisa un petit sourire contemplatif. Le village avait affronté la tragédie, découvert des motivations cachées et rétabli l'ordre, le tout sous le regard serein d'un observateur qui comprenait les subtilités de la nature humaine. Dans le calme de sa maison, elle repensait aux leçons apprises ces derniers jours, l'importance de l'observation plutôt que des suppositions, de la patience plutôt que de la précipitation, et de la perspicacité plutôt que des interprétations superficielles. Les êtres humains, songea-t-elle, cachent souvent plus qu'ils ne révèlent, et pourtant, même les actions et les gestes les plus subtils trahissent la vérité lorsqu'on les observe attentivement. Le mystère, bien que résolu, rappelait que sous toute surface sereine se cache un courant de complexité, attendant que l'œil observateur en perçoive la profondeur. Alors que la nuit tombait sur St. Mary Mead, Miss Marple posa son tricot et jeta un coup d'œil par la fenêtre. Le village, baigné d'un doux clair de lune, semblait inchangé, mais elle savait que le souvenir des événements récents persiste, influençant les interactions, les jugements et les relations de manière à la fois subtile et durable. Elle s'autorisa une paisible satisfaction, sachant que l'équilibre fragile de la compréhension humaine avait été rétabli et que les vérités cachées qui avaient causé une telle tragédie étaient désormais révélées, non par la force, mais grâce à l'observation, silencieuse et méticuleuse de celui qui comprenait véritablement la nature humaine. Miss Marple se laissa aller dans son fauteuil, le faible tic-tac d'une horloge proche marquant le passage du temps. Le village était en sécurité, ses secrets étaient connus, et ses habitants, bien que transformés à jamais, pouvaient reprendre le cours de leur vie. Et au rythme paisible de son foyer, elle repensa une fois de plus à cette leçon durable. L'attention discrète au comportement humain, la patience d'observer et la sagesse d'interpréter les indices subtils sont souvent plus puissants que les preuves les plus évidentes. La paix, pensa Miss Marple, est fragile, mais la compréhension la rend durable.